Un battement de cils plus tard, Homer était prêt à croire que tout cela n'avait été que le fruit de son imagination. Après la lumière, ce furent les bruits qui s'estompèrent, et il se sentit dans la peau d'un condamné à qui on aurait passé un sac sur la tête, juste avant son exécution. Le monde semblait s'être évanoui dans ces ténèbres opaques et ce silence soudain. Le vieil homme porta la main à son visage pour se prouver que lui-même ne s'était pas dissous dans cette noirceur cosmique. Il se ressaisit, trouva à tâtons sa lampe de poche et éclaira d'un faisceau tremblant devant lui, en direction de l'endroit où s'était jouée quelques minutes plus tôt la confrontation invisible. À une trentaine de mètres de là, où il attendait la fin des hostilités, le tunnel se terminait en cul-de-sac. Tel le couperet d'une guillotine, un panneau d'acier était tombé en travers de la voie, obstruant le passage sur toute sa largeur, du sol jusqu'à la voûte. Non, ses oreilles ne l'avaient pas abusé. Quelqu'un avait réellement déclenché le mécanisme du ventail hermétique. Homer connaissait son existence, mais jamais il n'aurait imaginé qu'il fût encore fonctionnel. Visiblement, c'était le cas. Ses yeux fatigués par la lecture et l'écriture ne distinguèrent pas tout de suite la silhouette humaine couchée contre le mur métallique. Il pointa son arme dans sa direction et battit en retraite, décidant qu'il s'agissait de quelqu'un de l'autre côté, qui, dans la cohue générale, s'était retrouvé coincé là. Puis il reconnut Hunter. Le brigadier gisait immobile, suant sous l'effort. Homer claudiqua vers lui, s'attendant à découvrir des ruisseaux de sang sur le métal rouillé. Il n'en était rien. Malgré le feu nourri de mitrailleuses dont il avait été la seule cible à découvert dans ce tunnel nu, Hunter était indemne. Son oreille fondue posée contre l'acier, il s'affairait à capter des bruits audibles de lui seul. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda timidement Homer en s'approchant. Hunter ne le remarqua pas. Il marmonnait quelque chose, mais ses paroles ne s'adressaient qu'à lui-même, écho mot pour mot de celles des hommes restés de l'autre côté du ventail. Ce ne fut qu'après plusieurs minutes qu'il s'arracha de la paroi métallique et se tourna vers le vieillard. « On rentre. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» répéta l'autre. « Des bandits. Il nous faut des renforts. »« Des bandits ?» demanda le vieillard, confus. « Mais il m'a semblé entendre. La Toulskaya est aux mains de l'ennemi. Il faut la reprendre. Il nous faut des lance-flammes. »« Pourquoi des lance-flammes ?» demanda Homer, complètement perdu. « Pour plus de sûreté. Allez, on rentre !» Hunter tourna les talons et s'éloigna. Avant de lui emboîter le pas, le vieil homme examina le ventail hermétique et colla son oreille à l'acier froid dans l'espoir d'entendre lui aussi des bribes de conversation. Il n'y eut que le silence. Homer se surprit à ne pas croire le brigadier. Quel que fût l'ennemi qui s'était rendu maître de la station, son comportement était inexplicable. À qui serait-il venu à l'esprit d'abattre les vantaux hermétiques pour se protéger de deux hommes seuls? Quelle sorte de bandit s'engagerait dans des palabres sans fin avec des gens armés à un poste frontière au lieu de les cribler de balles sans les laisser approcher? Et surtout, qu'est-ce qui se cachait derrière le terrible mot « exécution » qu'avaient laissé échapper les mystérieux gardiens? Il n'y a rien de plus précieux que la vie humaine, avait pour coutume de dire le père de Sacha. Dans sa bouche, ce n'était pas une formule dénuée de sens, ni une vérité apprise dans les livres. Autrefois, son père ne pensait pas ainsi. Ce n'était pas pour rien qu'il était devenu le plus jeune commandant militaire de toute la ligne. Du haut de ses 20 ans, on considère l'homicide et la mort beaucoup plus légèrement, et la vie elle-même ressemble à un grand jeu qu'on croit pouvoir recommencer au besoin. Ce n'était pas un hasard si toutes les armées du monde grossissaient leur rang d'écoliers de la veille. Le commandement de tous ces jeunes gens qui jouaient à la guerre était confié à celui qui ne voyait dans ces milliers d'individus, se battant et mourant, que des flèches rouges et bleues sur des cartes. Celui qui savait oublier les jambes arrachées, les intestins répandus,
les boîtes crâniennes éclatées, en prenant la décision de sacrifier une compagnie ou un régiment. Autrefois, son père portait le même mépris à ses ennemis qu'à lui-même, et s'attelait avec une légèreté surprenante à des tâches qui auraient dû lui coûter sa tête. Il n'était pas irréfléchi, et chacune de ses décisions découlait d'un calcul précis. Intelligent, appliqué, et cependant sans considération pour la vie, dont il ne percevait pas la réalité. Il ne réfléchissait pas aux conséquences de ses actes, et ne s'embarrassait pas de morale. Certes, il ne tirait jamais sur des femmes et les enfants, mais il exécutait de ses propres mains les déserteurs, et se portait en tête sur les nids de mitrailleuses ennemies. Quant à la douleur, il y était quasiment insensible. D'une manière générale, tout lui était égal. Jusqu'à ce qu'il rencontre la mère de Sacha. Elle avait attiré l'attention de cet homme, habitué aux victoires, par son indifférence. Son unique faiblesse, l'amour-propre, qui l'avait jusque-là poussé sur les nids de mitrailleuses, le conduisit à un nouvel assaut qui se transforma, de manière inattendue, en un très long siège. Auparavant, en amour, il n'avait à fournir nul effort. Les femmes déposaient d'elles-mêmes leurs armes à ses pieds. Pervertis par leur abord aisé, il se rassasiait successivement de chacune avant d'avoir le loisir d'en tomber amoureux, et la première nuit passée, perdait tout intérêt pour sa conquête. Son énergie et sa renommée aveuglaient ses jeunes prétendantes, et bien peu d'entre elles penchaient pour la stratégie séculaire, obligeaient l'homme à patienter pour prendre le temps de mieux le connaître. Quant à elle, elle le trouvait ennuyeux. Les décorations et les titres ne l'impressionnaient guère, pas plus que ses triomphes martiaux et amoureux. Elle ne répondait pas à ses regards, et se contentait de hocher la tête à ses blagues. Aussi, gagner le cœur de cette jeune femme lui paraissait le plus grand des défis, bien plus sérieux que la conquête des stations voisines. Mais il comprit bientôt que sa relation avec elle, qui ne devait être au départ qu'un nouveau trophée sur son tableau de chasse, gagnait en importance autant qu'elle s'éloignait dans le temps. Elle se comportait de telle manière que s'il parvenait à passer ne fût-ce qu'une heure en sa compagnie, le jeune commandant estimait avoir accompli un grand exploit, alors qu'elle ne la lui accordait que pour le tourmenter un peu plus. Elle doutait de ses mérites et se moquait de ses principes. Elle le houspillait pour son insensibilité. Elle sapait sa confiance dans ses propres forces et ses objectifs. Lui endurait tout. Non, cela lui plaisait. À ses côtés, il apprit à réfléchir, à hésiter, puis à ressentir. Ses premières émotions furent le sentiment d'impuissance, car il ne savait pas comment aborder cette jeune femme. Le regret de ces minutes passées en sa compagnie, et même la crainte de la perdre sans jamais l'avoir possédée. L'amour, en somme. Puis elle le récompensa d'un signe, un anneau en argent. Enfin, quand il eut désappris à se passer d'elle, elle se donna à lui. 1 an plus tard naquit Sacha. Il y eut ainsi 2 vies qu'il ne pouvait plus négliger, et lui-même n'avait plus le droit de mourir. Quand à 25 ans on commande l'armée la plus puissante d'une partie du monde connue, il est difficile de se défaire de l'impression que ces ordres pourraient arrêter la rotation de la Terre. Cependant, nul besoin de puissance pour priver un homme de sa vie. Quant à faire don de la vie aux morts, nul ne le peut. Il eut l'occasion de s'en convaincre quand son épouse mourut de la tuberculose, et qu'il se trouva impuissant à la sauver. Depuis ce jour, quelque chose s'était brisé en lui. Sacha n'avait que 4 ans, mais elle avait gardé un souvenir précis de sa mère. Elle se rappelait également le vide effrayant qui avait suivi son départ. Dans son petit monde, cette mort ouvrit un gouffre sans fond, et elle y plongeait souvent son regard. Les bords de cette plaie béante se refermaient très lentement, et 2 ou 3 années s'étaient écoulées avant qu'elle ne cesse d'appeler sa mère dans son sommeil. Son père, quant à lui, l'appelait encore.
Peut-être Homer abordait-il son problème sous un mauvais angle. Puisque le héros de son poème épique éludait sa plume, ne devait-il pas se concentrer sur son futur grand amour, l'appâter par la beauté et la fraîcheur? S'il dépeignait soigneusement les traits de la belle, le héros sortirait par lui-même du néant pour se porter à sa rencontre. Et afin que leur amour soit parfait, il devrait être son complément idéal et donc apparaître dans le poème déjà abouti, entièrement façonné. Leurs courbes et leurs pensées allaient s'épouser aussi impeccablement que les éclats des vitraux de la Novoslobodskaïa, car eux aussi représentaient autrefois un tout, et pour cette raison étaient destinés à se réunir. Homer ne voyait rien de répréhensible à reprendre à son compte cette trame des classiques lue depuis longtemps. Mais sa décision n'avait de la facilité que l'apparence. Insuffler la vie à une jeune femme d'encre et de papier s'avéra pour Homer un travail au-dessus de ses forces. Sans parler des sentiments, qu'il n'était plus capable de rendre crédibles. Son union avec Helena était pleine d'une tendresse propre aux gens âgés, mais ils s'étaient rencontrés bien trop tard pour s'aimer sans regarder parfois dans le passé. À cette époque de la vie, on n'assouvit pas une passion, on éloigne la solitude. Le seul et véritable amour de Nikolai Ivanovitch était enseveli là-haut, à la surface. En plusieurs décennies, tous ces détails excepté un s'étaient fanés et effacés de sa mémoire, et le vieil homme n'était plus capable d'en dresser un portrait d'après nature. De toute manière, il n'y avait rien d'héroïque dans ces relations. Le jour où Moscou fut noyé sous un déluge de missiles, Nikolai s'était vu offrir une promotion. Il allait devenir conducteur de rame pour remplacer Serov qui partait à la retraite. Son salaire allait doubler, et avant sa prise de poste, on lui accordait quelques jours de congé. Il avait aussitôt appelé son épouse, qui lui avait promis de préparer une charlotte, et était parti acheter du champagne, profitant de la sortie pour promener leur enfant. Lui devait terminer sa journée de travail. Nikolai Ivanovitch était entré dans la cabine du conducteur de la rame en futur maître des lieux, heureux dans son mariage et à l'orée d'un tunnel qui filait vers un avenir radieux. Durant la demi-heure qui avait suivi, il avait vieilli de 20 ans. Nikolai atteignit le terminus écrasé et misérable, sans maison, ni famille. C'était sans doute pour cette raison qu'à chaque fois qu'il voyait une rame miraculeusement préservée, il était saisi du désir de monter dans la cabine du conducteur, de passer la main sur le tableau de bord, regarder les entrelacs des tubes qui couraient sur les parois du tunnel à travers le pare-brise. Il voulait s'imaginer qu'il était encore possible de mettre en marche la motrice, qu'il était encore possible de faire marche arrière. Il fallait croire que le brigadier générait autour de lui un champ qui éloignait tous les dangers. Il semblait même en être conscient. Le trajet jusqu'à la Nagornaïa dura moins d'1 heure. La ligne ne leur opposait aucune résistance. Homer avait toujours pensé que les éclaireurs et les colporteurs de la Sébastopolskaïa, à l'instar de tous ceux qui s'aventuraient dans les tunnels, étaient pour le métro des organismes étrangers, des microbes entrés dans son système sanguin. À peine avaient-ils franchi les frontières de leur station que l'air autour d'eux s'enflammait. La réalité se fissurait et des créatures inimaginables apparaissaient ex nihilo, troupes affidées que le métropolitain opposait à l'humanité. Hunter, quant à lui, ne semblait pas être un corps étranger dans les tunnels obscurs. Il n'excitait pas le courroux du Léviathan dont il parcourait les artères. Parfois, il éteignait sa lampe et se transformait en agglomérat d'obscurité qui emplissait les tunnels. À ces moments précis, il était comme emporté par des courants invisibles, et se déplaçait avec une célérité doublée. Alors Homer, se hâtant derrière le brigadier de toutes ses forces, perdait du terrain, lui hurlait de l'attendre, et l'autre, comme reprenant conscience,
s'arrêter pour se laisser rattraper. Sur le chemin du retour, il leur fut accordé de traverser la Nagornaïa en toute quiétude. La brume s'était dissipée. La station dormait. À présent que toute l'étendue de son quai était visible, il était impossible de deviner où elle dissimulait ses géants fantomatiques. C'était un arrêt abandonné du métro comme tant d'autres. Des stalactites salines accrochées à un plafond humide, un doux tapis de poussière étendu sur le quai, des obscénités dessinées au charbon sur les murs couverts de suie. Ce n'était qu'après que le regard s'attardait sur les traces curieuses laissées au sol par une folle sarabande, sur des taches brunes en relief recouvrant les colonnes, sur les plafonniers abîmés ou cassés, comme si on s'y était frotté. La Nagornaïa passa devant leurs yeux avant de disparaître derrière leur dos. Ils poursuivaient leur course. Tant qu'Omer parvenait à rester près du brigadier, lui aussi était inclus dans la sphère magique qui le rendait intouchable. Le vieillard s'étonnait lui-même. D'où tirait-il l'énergie pour une marche forcée aussi longue, à un tel rythme? C'était pour la conversation que le souffle lui manquait. Mais Hunter avait cessé de l'honorer de ses réponses. Combien de fois pour cette seule journée, Omer s'était-il interrogé sur les raisons qui l'avaient poussé à céder à la demande du brigadier silencieux et impitoyable qui faisait de son mieux pour oublier sa présence? La puanteur de Nakimovski Prospect les saisit par surprise et les sonna. Omer, oubliant toute prudence, aurait aimé dépasser cette station au plus vite. Mais le brigadier, au contraire, ralentit le pas. Le vieillard, muni de son masque à gaz, peinait à supporter les relents fétides, alors que Hunter humait l'air comme s'il était possible, dans l'étouffant remugle, de distinguer des notes particulières. Cette fois, les charognards s'écartaient de leur chemin avec déférence et empressement, laissant choir les os à peine rongés et des lambeaux de chair. Hunter marcha jusqu'au milieu de la salle, grimpa sur un monticule, s'enfonçant jusqu'à la cheville dans les cadavres, et observa longuement la station. Puis, contrarié, il chassa ses soupçons d'un revers de main et poursuivit son chemin sans avoir découvert ce qu'il cherchait. Ce fut Omer qui le trouva. Glissant et tombant à genoux, il effraya par sa chute un jeune charognard qui étripait le contenu d'un gilet pare-balles détrempé. Le vieillard vit ensuite le casque réglementaire des gardes de la Sévastopolskaïa qui avait roulé non loin, et les vitres rondes de son masque à gaz s'embuèrent de l'intérieur. Luttant contre l'envie de vomir, il s'approcha des os du défunt et y fouilla dans l'espoir de trouver la plaque du soldat. Mais ce fut un petit calepin maculé de vermeil qu'il remarqua aussitôt. Celui-ci s'ouvrit directement à la dernière page, sur les mots « Ne donnez l'assaut sous aucun prétexte ». Son père lui avait appris à ne pas pleurer dès son plus jeune âge. Mais à cet instant, elle ne disposait de rien d'autre pour répondre au destin. Les larmes ruisselaient d'elles-mêmes sur son visage, et de sa poitrine s'échappait une complainte triste et ténue. Elle avait tout de suite compris ce qui était arrivé, mais depuis plusieurs heures elle n'arrivait pas à s'obliger à l'accepter. L'avait-il appelé à l'aide? Voulait-il lui confier quelque chose d'important avant de mourir? Elle ne se rappelait plus le moment où elle avait sombré dans le sommeil, et n'était pas absolument certaine qu'elle fût éveillée. Il devait exister un monde où son père ne mourait pas, un monde où elle ne le tuait pas par son assoupissement, par sa faiblesse et par son égoïsme. Sacha tenait entre ses pommes sa main froide mais toujours douce, comme si elle essayait encore de le réchauffer et de le persuader, tant lui qu'elle-même. « Tu trouveras une voiture, nous remonterons à la surface et nous partirons loin d'ici. Et tu riras
comme le jour où tu as rapporté le poste de radio avec des disques. Au début, son père était assis, adossé contre la colonne, le menton appuyé sur la poitrine, de sorte qu'on pouvait le croire endormi. Mais plus tard, son corps avait commencé à glisser doucement dans la flaque de sang caillé, comme s'il avait été là de prétendre être encore en vie, et qu'il ne souhaitait plus mentir à Sacha. Les rides qui barraient sans cesse le visage paternel avaient disparu. Elle lâcha sa main et l'aida à s'allonger plus confortablement, le recouvrant des pieds à la tête d'une couverture déchirée. C'étaient les seules funérailles qu'elle pouvait lui offrir. Elle aurait voulu emporter son père à la surface et le laisser là-haut, allongé, à contempler le ciel qui, un jour ou l'autre, redeviendrait bleu. Mais son corps serait aussitôt le butin de quelques créatures perpétuellement affamées qui y rôdaient. En revanche, sur leur station, personne ne viendrait déranger son repos. Aucun danger n'émanait des tunnels méridionaux décrépits, peuplés uniquement de cafards volants. Au nord, le tunnel s'arrêtait brutalement en débouchant sur un pont rouillé et partiellement effondré, où une seule voie était encore praticable. Là-bas, au-delà du pont, vivaient des gens, mais aucun d'eux n'aurait l'idée de le traverser dans le seul but de satisfaire sa curiosité. Tout le monde savait que de l'autre côté commençait une terre brûlée, dont l'aurait porté une station sentinelle occupée par 2 condamnés à l'exil. Son père ne l'aurait jamais autorisé à rester en ces lieux toute seule. De toute manière, cela n'avait plus aucun sens. Cependant, Sacha savait très bien que peu importait la distance et ses efforts désespérés pour fuir de cette geôle conjurée autour d'elle. Elle ne pourrait plus jamais la quitter réellement. « Papa, excuse-moi, s'il te plaît. » laissa-t-elle échapper dans un sanglot, sachant pertinemment qu'il n'y aurait pas de pardon. Elle enleva de son doigt l'anneau en argent et le glissa dans la poche de sa combinaison. Puis elle ramassa la cage avec le rat silencieux et se dirigea vers le nord, laissant derrière elle, sur le granit poussiéreux, un chemin de pas ensanglanté. Quand Sacha descendit sur les voies et s'engagea dans le tunnel, dans la station déserte devenue vaisseau funéraire, survint un événement peu commun. Dans la gueule du tunnel opposé sortit une longue langue de flamme, qui cherchait à atteindre la dépouille de son père. N'y parvenant pas, la langue reflua dans les sombres profondeurs, reconnaissant à contre-cœur le droit au père de Sacha de reposer en paix. Ils reviennent. Ils sont de retour. Istomine décolla le combiné de téléphone de son oreille et le fixa d'un regard incrédule, comme si c'était un être conscient qui venait de lui raconter une histoire idiote, à dormir debout. Denis Mikhailovitch bondit de sa chaise, s'éclaboussant avec son thé qui forma sur son pantalon une tache sombre. Il voua le thé à tous les diables et répéta sa question. « Qui ça, il ?» demanda Istomine à l'appareil tel un automate. « Le brigadier et Homer » susurra le combiné. « Ahmed a été tué. » Vladimir Ivanovitch épongea sa calvitie avec un mouchoir, s'essuya la tempe sous l'élastique noir de son bandeau de pirate. Annoncer la mort des soldats aux proches faisait partie de ses attributions. Sans attendre le basculement du commutateur, il sortit la tête par la porte et apostropha l'adjudant. « Les deux, chez moi, et fais dresser la table. » Il fit quelques pas dans son bureau, arrangea les photographies suspendues au mur, chuchota quelque chose devant la carte pour se tourner enfin vers Denis Mikhailovitch, qui, les bras croisés, le regardait avec un franc sourire. « Eh ben, mon Vlad, on dirait une gamine avant un rendez-vous, lâcha-t-il, moqueur. « Toi aussi tu t'inquiètes à ce que je constate, répliqua l'autre en désignant du menton le pantalon humide du commandant. « Oh, moi, tout est prêt. 2 groupes d'assaut rassemblés, 24 heures avant la mobilisation générale. » fit Denis Mikhailovitch. Il caressa le béret bleu posé sur la table,
se leva et le vissa sur sa tête, se donnant ainsi une dégaine plus officielle. Dans la pièce de réception, on s'agitait, les ustensiles teintés, et l'ordonnance, avec un regard interrogateur, montra par l'entrebâillement de la porte une bouteille d'alcool. Histomine fit un geste de la main. « Plus tard, on verra ça plus tard. » Enfin, ils entendirent une voix sourde et familière. La porte s'ouvrit à la volée, et une silhouette massive en barra tout l'encadrement. Derrière le brigadier dansait d'un pied sur l'autre le vieux hâbleur qu'il avait insisté pour emmener avec lui. « Bienvenue !» Histomine s'assit dans son fauteuil, se releva et se rassit. « Alors, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda le colonel. Le brigadier promena son regard lourd entre les deux hommes et s'adressa au chef de la station. « La Toulskaïa a été prise par des nomades. Ils ont liquidé tout le monde. »« Et tous les nôtres ?» demanda Denis Mikhailovitch en levant les sourcils. « Pour ce que j'en sais, oui. Nous sommes arrivés aux portes de la station, il y a eu un combat, et ils ont fermé les vantaux hermétiques. »« Ils ont verrouillé les vantaux ?» fit Histomine en se surélevant de son siège, les doigts crispés sur le rebord de la table. « Et qu'est-ce qu'on peut faire ?»« Les prendre d'assaut !» lâchèrent en chœur le brigadier et le colonel. « Il ne faut pas donner l'assaut !» lança Omer depuis la pièce de réception. Il suffisait d'attendre l'heure dite. Si elle ne s'était pas trompée de jour, la Draisine devait sortir des ténèbres humides de la nuit très prochainement. Chaque minute qu'elle passait là où le tunnel, telle une veine déchirée, sortait des profondeurs de la terre, lui coûtait 1 an de sa vie. Elle n'avait pourtant pas d'alternative. À l'autre extrémité de ce pont interminable, elle aurait rencontré des vantaux hermétiques clos, dont l'ouverture ne se faisait que de l'intérieur, 1 fois par semaine, le jour du marché. Cette fois, Sacha n'avait rien à vendre, alors que ce qu'elle devait acheter était hors de prix. Mais peu lui importait à cet instant de savoir ce qui lui serait demandé en échange pour un aller simple dans le monde des vivants. Le froid sépulcral et l'indifférence d'outre-tombe lui étaient venus comme un héritage de son père décédé. Combien de fois avait-elle rêvé leur fuite et leur arrivée dans une autre station, une station habitée où elle aurait pu se faire des amis, rencontrer quelqu'un de spécial. Elle avait maintes fois interrogé son père à propos de sa jeunesse à lui, non seulement pour revisiter son enfance heureuse, mais aussi pour se substituer subrepticement à sa mère, et remplacer son père par des traits vaporeux et changeants d'un beau jeune homme. S'imaginer maladroitement l'amour. Et combien de fois s'était-elle inquiétée de ne pas pouvoir communiquer avec les autres habitants du métro si leur rêve d'évasion venait à se réaliser? Alors que seulement quelques heures, peut-être même quelques minutes, la séparaient désormais de l'arrivée de la Draisine, elle se surprenait à manquer d'intérêt pour les autres, les hommes comme les femmes. Et l'idée même d'un retour vers la civilisation lui apparaissait comme une trahison vis-à-vis de son père. Si sa décision avait encore pu le sauver, elle aurait accepté sans hésiter de passer le reste de ses jours dans leur petite station. La flamèche du lumignon à l'agonie au fond de son bocal en verre s'agita vivement, et elle alluma une nouvelle bougie. Lors d'une de ses expéditions à la surface, son père avait trouvé une boîte pleine de chandelles, et il y en avait toujours quelques-unes dans les grandes poches de sa salopette. Sacha voulait croire que les hommes étaient semblables aux bougies, et qu'une infime flamèche de son père avait rejoint la sienne quand il s'était éteint. Les gens de la Draisine allaient-ils remarquer son signal dans la brume? Jusqu'à présent, Sacha était toujours parvenu à ne rester à l'extérieur de la station que le temps strictement nécessaire. Son père lui interdisait d'y traîner, et sa tumeur était à elle seule un très bon avertissement. La jeune fille ne s'était jamais sentie à son aise au bord du précipice. Tous les sens en alerte, elle scrutait sans cesse les alentours et ne s'aventurait que très rarement au premier interstice du pont pour regarder s'écouler la rivière Noire en contrebas.
Cette fois, cependant, du temps, elle en avait à revendre. Courbée, grelottant dans le vent humide automnal, elle fit quelques pas, et des ténèbres derrière l'arbre squelettique surgirent les épines dorsales des immeubles avachis. Dans la rivière sombre et visqueuse, quelque chose de gros s'ébattait, et au loin s'élevaient les gémissements aux sonorités presque humaines de créatures invisibles. Et soudain, à leur concert s'ajouta un grincement faible et plaintif. Sacha bondit sur ses jambes et leva sa lanterne au plus haut. Depuis le pont, un rai fuyant de lampe-torche lui répondit. Une vieille draisine décrépite roulait à sa rencontre, se mouvant péniblement dans les ténèbres cotonneuses, repoussant la nuit du faisceau faiblard d'une lampe de poche. La jeune fille eut un mouvement de recul. Ce n'était pas la draisine habituelle. Elle progressait par à-coups, comme si chaque mouvement de levier coûtait aux hommes qui l'actionnaient. Elle s'arrêta enfin à une dizaine de pas de Sacha. Un homme corpulent, émailloté dans des vêtements de grosse toile, sauta lourdement de la plateforme sur les voies. Sur les deux lentilles rondes de son masque à gaz, dansaient les reflets de flamèche dissimulant ses yeux. Dans ses bras, l'homme serrait une vieille kalachnikov de l'armée, à la crosse en bois. « Je veux partir d'ici », lança Sacha en relevant le menton. « Partir !» répondit en écho l'épouvantail de grosse toile en allongeant les voyelles. « Qu'est-ce que tu as à vendre ?»« Il ne me reste plus rien, » fit-elle en fixant les disques de verre cerclés de fer de son masque à gaz. « Chacun possède quelque chose qu'on peut lui prendre, surtout une femme. » Son interlocuteur grouina quelques instants, puis se reprit. « Alors, tu abandonnes Papounet ?»« Il ne me reste plus rien, » répéta Sacha en baissant les yeux. « Il a fini par clamser alors, » fit l'homme masqué, visiblement soulagé, mais avec une pointe de regret dans sa voix. « Et c'est tant mieux, parce que sinon, il aurait été bien triste à cet instant. » Le canon de la Kalachnikov accrocha une bretelle de la salopette de Sacha, et la baissa lentement. « Ne t'avise pas de faire ça !» cria-t-elle d'une voix rauque avec un mouvement de recul. Le pot contenant la bougie lui échappa des mains et tomba sur le rail dans une gerbe d'éclats de verre, et les ténèbres soufflèrent la flamèche. « On ne revient pas d'ici. Tu ne le comprends pas ?» L'épouvantail la fixait de ses verres éteints. « Ton corps ne suffirait même pas à payer mon trajet dans un seul sens. Considère que je le prends en paiement des dettes de ton père. » La Kalachnikov tournoya entre ses mains, et la crosse percuta sa tempe, lui faisant perdre charitablement connaissance. Une fois Nakimovski Prospect derrière eux, Hunter, pour une raison incompréhensible, n'avait plus laissé le vieil homme s'éloigner de lui. Aussi n'eut-il pas l'opportunité d'étudier le calepin plus en détail. Le brigadier était subitement devenu prévenant et attentionné. Non seulement il s'était efforcé de ne pas distancer Omer, mais il s'était bridé pour marcher d'un même pas. Il s'était arrêté plusieurs fois, comme pour vérifier qu'il n'était pas suivi. Et le faisceau pivotant de sa lampe balayait immanquablement le visage du vieillard, provoquant la sensation d'être soumis à un interrogatoire. Il jurait, clignait des yeux, essayait de reprendre ses esprits, alors qu'il percevait le regard acéré du brigadier qui le scrutait, à la recherche de ce qu'il avait ramassé à Nakimovski Prospect. Baliverne. Hunter n'avait rien pu voir, il était trop loin. Plus vraisemblablement, il avait aperçu le changement d'humeur d'Omer et nourrissait des soupçons à son égard. Chaque fois que leurs regards se croisaient, le vieil homme avait des sueurs froides. Le peu qu'il avait pu lire dans le bloc-notes suffisait pour se méfier du brigadier. C'était un journal de bord. Certaines pages étaient collées par le sang séché. Omer n'y toucha pas. Il avait peur de les déchirer de ses doigts raidis par la tension. Les inscriptions des premiers feuillets étaient confuses,
les lettres se bousculaient sous la plume de leur auteur. Quant à ses pensées, elles galopaient à bride abattue. Impossible à suivre. Nous avons traversé la Nagornaïa sans perte, stipulait le calepin avant de passer à autre chose. C'est le chaos sur la Toulskaya. Pas d'accès au métro. La Hanse fait barrage. Impossible de revenir non plus. Omer avait feuilleté le bloc-notes. À la périphérie de son champ de vision, il avait vu le brigadier descendre du monticule de cadavres et marcher vers lui. Il avait compris que le journal ne devait jamais tomber entre ses mains. Mais avant de plonger le calepin dans sa besace, il avait eu le temps de lire « Avons pris le contrôle de la situation, cerné la station, désigné un commandant, et juste après, qui sera le prochain à crever ?» Un dernier détail l'avait frappé. Encadré juste au-dessus de la dernière question était inscrite une date. Même si les feuillets ternis laissaient à penser que les événements relatés dans le journal s'étaient joués durant la décennie précédente, à en croire les chiffres, cette inscription avait été faite quelques jours plus tôt. Les rouages cérébraux ankylosés du vieillard avaient rassemblé, avec une agilité dont il n'avait pas fait preuve depuis longtemps, toutes les pièces du puzzle. Le mystérieux voyageur qu'avait aperçu le sans-abri de la Nagatinskaya, la voix étrangement familière du garde près des vantaux, les mots « impossible de rentrer chez nous ». Devant ses yeux s'était construit le tableau global. Sans doute les gribouillages sur les pages collées par le sang pouvaient-ils insuffler un sens à tous les autres événements étranges. Une chose était certaine, la Toulskaya n'était pas tombée aux mains de bandits. Il s'y tramait quelque chose de plus complexe, de plus mystérieux. Et Hunter, qui avait consacré un quart d'heure à interroger les sentinelles aux portes de la station, le savait aussi bien qu'Omer. C'était pour cette raison qu'il ne devait lui montrer le calepin sous aucun prétexte. C'était pour cette raison qu'Omer avait eu le courage de s'opposer aussi ouvertement à lui lors de la réunion dans le bureau d'Istomine. « Il ne faut pas !» répéta-t-il. Hunter tourna lentement la tête dans sa direction, tel un cuirassé qui ajuste ses canons. Istomine recula avec son fauteuil et se décida à quitter la table. Le colonel s'affaissa d'un air fatigué. Omer poursuivit. « On ne peut pas faire sauter les vantaux. Il y a là-bas des eaux souterraines, de quoi inonder toute la ligne en un clin d'œil. Cela tient du miracle si la Toulskaya est encore intacte, et il prie pour que les parois ne cèdent pas. Quant au tunnel parallèle, vous le savez vous-même. Voilà 10 ans que... Et qu'est-ce qu'on fait alors? On frappe et on attend qu'il nous ouvre? Demanda Denis Mikhailovitch. Il est toujours possible de les contourner, lui rappela Istomine. Le colonel s'étouffa de surprise dans une quinte de toux. Puis, furieux, se lança dans un débat avec le chef de la station, l'accusant de vouloir estropier et décimer ses meilleurs hommes. Ce fut à cet instant que le brigadier lança sa salve. La Toulskaya doit être nettoyée. La situation est telle qu'il est impératif d'anéantir un par un tous ceux qui s'y trouvent. Il n'y reste plus aucun de vos hommes. C'en est fait 2. Si vous voulez éviter d'essuyer des pertes plus lourdes encore, c'est la seule décision à prendre. Je sais de quoi je parle. J'ai des informations. Ces derniers mots étaient clairement destinés à Omer. Le vieil homme se sentit dans la peau d'un chiot polisson qui avait dépassé les limites, et que l'on secouait par la peau du cou pour le ramener à la raison. Attendu que le tunnel de notre côté est fermé, fit Istomine en tirant sur sa tunique, il n'y a qu'un seul moyen d'atteindre la Toulskaya. Il faut passer par l'autre côté, par la Hanse. Mais nous ne pourrons pas faire transiter par ces stations nos hommes armés, c'est impossible. Je trouverai du monde, lâcha Hunter, balayant l'objection d'un revers de main. Un frisson parcourut le colonel. Même pour rejoindre la Hanse, il faut passer 2 stations de la ligne Kakovskaya pour arriver jusqu'à la Kachirskaya. Le chef de la station laissa sombrer la fin de sa phrase dans un silence lourd de sous-entendu. Et alors?
demanda le brigadier en croisant les bras sur son torse. Dans le secteur de la Kachirskaya, les niveaux de radiation crèvent le plafond, expliqua le colonel. Il y a un fragment d'ogive qui est tombé non loin. Il n'a pas explosé, mais l'effet est le même. Une personne sur 2 exposée aux radiations meurt dans le mois, encore aujourd'hui. Un lourd silence les enroba. Omer, profitant du répit, entama une lente retraite tactique du bureau d'Istomine. Finalement, Vladimir Ivanovitch, craignant sans doute que l'impétueux et incontrôlable brigadier ne parte démolir les vantaux de la Toulskaya, reprit la parole. Nous avons des combinaisons de protection. 2 seulement. Tu peux prendre avec toi un combattant valide, n'importe lequel. Quant à nous, nous allons attendre, fit-il avec un regard vers Denis Mikhailovitch. Il ne nous reste que ça. Allons voir les gars, dit le colonel dans un long soupir. On va causer et tu pourras choisir un coéquipier solide. Pas besoin, lâcha Hunter dans un mouvement de tête. Le seul que je veux, c'est Omer.